En ce 7 septembre 1914, je reçois une lettre de mon frère qui me donnera l'envie de partir au front le rejoindre et de dénoncer les atrocités qui s'y passent. Ma très chère Marie, la réalité du front est bien différente de ce qu'on vous raconte dans les journaux. Je ne souhaite pas heurter votre sensibilité, mais il est de mon devoir de vous exposer les atrocités auxquelles je me suis habituée. Après l'attaque des Allemands durant l'année, j'ai dû tuer 2 Allemands qui ne devaient pas dépasser la vingtaine. L'un d'eux avait l'uniforme ensanglanté et ne bougeait plus. L'autre avait eu moins de chance et il hurlait de douleur, les jambes déchiquetées et le visage crispé. Cette vision m'a hantée durant des jours et des nuits, à tel point que j'ai pensé à m'ôter la vie. J'ai dû tirer sur des hommes que je ne connaissais pas et qui ne parlaient pas ma langue, qui devaient avoir une famille, des enfants, que je venais de briser à tout jamais. Les jours qui ont suivi, le chagrin m'a submergé. Je ne le supporte plus. Je savais que je venais de causer tellement de chagrin à la famille que je ne connaissais pas et qui m'avait fait aucun mal. Mais ma chère Marie, avez-vous seulement l'idée de l'épouvante, de la désolation et de l'horreur que nous vivons chaque jour dans les tranchées? Chaque jour ressemble au précédent, et la peur de mourir, de ne plus voir le jour se lever, ou de perdre nos camarades nous ronge chaque jour un peu plus. J'ai vu des atrocités que je n'aurais jamais imaginées auparavant. J'entends des coups de fusil, des détonations, des cris d'agonie. J'espère à chaque fois que le tir était mortel et que le camarade abattu ne souffre plus. Chaque jour, nous marchons sur des corps parfois morts de désespoir et de fatigue. La nourriture est infecte, mais nous avons tellement faim que nous prions pour en avoir plus. Mais nous gardons espoir, quoi qu'il advienne. Par ailleurs, je sais que la censure est rude dans les lettres. C'est pour cela que je vous l'ai transmise par le biais de mon ami en permission. Prenez soin de notre mère. Malgré ces nouvelles affligeantes, j'espère quand même vous revoir bientôt. Louis. Le jour suivant, je partais pour la Marne. Et chaque jour, j'eus noté chaque événement un peu plus concret que le jour précédent. Une fois arrivé sur place, je suis comme invisible. Les infirmiers et les médecins se relaient auprès des patients gravement défigurés ou amputés. Le peu de soldats sur place est occupé à dormir, à prier ou à écrire des lettres. J'arrive alors à trouver un soldat qui m'explique que depuis début août, lorsque l'Allemagne déclare la guerre à la France, la stratégie de celle-ci est basée sur une offensive rapide. Au début, tout semble se passer comme prévu pour les Allemands, et nos soldats se laissent déborder et battent en retraite. Mais le général, j'apprendrai plus tard qu'il s'agit du général Joffre, lance la contre-offensive à moins de 50 km de Paris. Le soldat m'explique aussi que la consigne qui lui a été transmise est claire, se faire tuer plutôt que de reculer. Je vais alors sur le front, et la vision d'horreur me restera gravée à jamais dans la mémoire. Les rats, les poux, tourmentaient les soldats jour et nuit. Ils étaient gigantesques et attirés par les restes de nourriture et les déchets. La maladie, la fièvre, rendaient aussi vulnérables les soldats. L'insalubrité des tranchées, particulièrement due à l'humidité froide et persistante, leur provoquait la maladie des pieds des tranchées. Autrement dit, une infection apparentée aux engelures et qui pouvait aller jusqu'à causer une gangrène et nécessiter une amputation. Mais cette guerre de tranchées était aussi caractérisée par les bombardements, les tirs d'embuscade et les tirs de fusils violents et mortels qui troublaient périodiquement l'ennui de la vie des tranchées. La mort ne chômait jamais sur le front occidental. S'il n'y avait pas eu d'assaut, ils se rassemblaient pour des inspections, le déjeuner et leur ration quotidienne de rhum. Les soldats étaient ivres lorsqu'ils partaient combattre ou même lors des temps de repos. Il y avait aussi diverses corvées allant du nettoyage des latrines au remplissage des sacs de sable, mais il y avait aussi des temps d'ennui. Les soldats lisaient, rédigeaient leurs journaux intimes, écrivaient des lettres et jouaient à des jeux de hasard pour tromper le temps. Étonnamment, c'était la nuit qu'ils s'activaient le plus. Les soldats se hissaient souvent hors de leurs tranchées et avançaient sur le no man's land, pour y réparer les barbelés ou creuser de nouvelles tranchées.
Les soldats désertaient souvent, et lorsqu'ils avaient de la chance, ne faisaient pas l'objet d'une condamnation puisqu'ils n'étaient tout simplement pas retrouvés. L'automutilation était aussi présente dans les tranchées. Ils se blessaient suffisamment pour être dispensés de service sur la ligne de front et pour passer une longue convalescence dans un hôpital. L'automutilation pouvait prendre plusieurs formes. La forme d'une blessure par balle à la main ou au pied, ou d'une infection à l'œil, causée par le frottement de la terre contaminée par le produit chimique. Le 9 septembre, les troupes allemandes commencent à se replier et les soldats reprennent espoir. Le calvaire se terminera le 13 septembre et la France sera proclamée vainqueur de cette bataille. « 14-18, la lettre prise 2. Ma très chère Marie, tuer 2 Allemands qui ne devaient pas dépasser la vingtaine. C'est moche parce que j'ai fait 2-2. Mais ma chère Marie, 14-18, la lettre. 14-18, le départ, prise numéro 1, arrête de tousser. Ça va pas lancer. Non, en plus, on voit ma main, quoi. Arrête de tousser. Arrivé sur place, c'est quand... Arrête de faire ton petit œil. 14-18, le départ, prise 1. Au début, tout semble se passer comme prévu. T'as oublié. J'étais pas là. T'as oublié. Ça s'est pas passé. Ça va pas. Les râles époux, le départ, prise 1. Faut pas que je te le dise, hein. Et persistante, leur provoquer la maladie du pied. Bon, ça mérite un gros bisou, tout ça. Hein. Merci, Madame Lefort, pour le vin.